Et bonjour, on a vraiment dit que ce jour vous soit bon. C'est évidemment une manière de vous saluer, mais c'est aussi une manière de dire que les mots ont vraiment de l'importance. Et ceux qui ont commencé à feuilleter les nombreuses pages que j'ai écrites, se seront peut-être rendus compte que j'ai beaucoup travaillé sur les mots, que je les ai questionnés, que j'ai questionné leur signification, que j'ai trouvé qu'il fallait redéfinir le terme, apparemment aussi connu que apprendre, éduquer, former, égalité, émancipation, etc., etc. Je pense vraiment que les mots importent, que ce ne sont pas que des mots. Que les mots importent parce qu'ils constituent notre imaginaire, ils façonnent notre imaginaire, pas seulement notre imaginaire individuel, mais aussi notre imaginaire commun. Et cet imaginaire commun, si je suis castorialiste, est un élément essentiel de la structure de nos sociétés. Si nous voulons changer la société, il faut aussi travailler sur les mots, dénoncer certains mots, dénoncer la signification qu'a compris certains mots, réinventer éventuellement de nouveaux mots. Cela importe. Mais avant de commencer l'entrée du sujet, je voudrais d'abord remercier l'UNICEF qui m'a fait l'honneur et qui a pris le risque d'organiser un colloque autour d'un bouquin qui n'est même pas encore terminé. Et je vais commencer donc, comme Xavier l'a dit, par un petit détour historique. J'ai dû faire des choix. Je ne vais pas pouvoir vous faire un cours d'histoire détaillé ici. C'est vraiment donc à cette histoire de l'école qui devint, et j'ai bien dit, le processus instituant. La première, c'est l'institution de contexte d'action spécifique. C'est quoi un contexte d'action? Un contexte d'action, c'est ceci. C'est vous, moi, des artefacts du bâtiment, des bancs, le projecteur, et des règles. Et la règle principale ici, c'est je parle, vous écoutez. Voilà le contexte d'action. Tantôt, on vous demandera de discuter ensemble. Le contexte d'action va changer, en particulier toujours les mêmes, mais ce ne sera pas les mêmes règles. C'est ça un contexte d'action. Ces contextes d'action, ils sont mis en système, c'est-à-dire qu'ils sont reliés les uns aux autres. Pour former système, il faut qu'ils soient reliés les uns aux autres par des flux, pour que des flux puissent transiter entre eux. Des flux d'élèves dans l'école, des flux d'enseignants, des flux d'informations, à partir de signaux qui permettent que ces flux existent. Et donc, dès le moment où il y a ces flux, il y a système. Et ce système n'est jamais clos, ce système il interagit avec un environnement avec lequel il y a également des transactions. Et c'est tout ça qui fait une institution, et notamment l'institution école. Et chacun de ces niveaux, quelque part, prend une forme. Xavier a parlé tantôt du concept de forme pour dire vraiment de manière imagée ce que c'est qu'une forme. Et vous pensez à une platine qui sert à faire cuire une tarte, c'est ça une forme. À partir de là, on peut faire des quiches, on peut faire des tartes citrées, on peut faire des tartes aux fraises, on peut des tartes. Mais quelque part, on reconnaît la tarte. La tarte est là, il y a des variations, mais il y a un commun. C'est ça une forme. C'est le commun derrière les variations. Et c'est quoi les trois formes de l'école? C'est d'abord la forme scolaire des contextes d'action. C'est ensuite la forme administrée du système. Et c'est enfin la forme nationale de l'environnement que sert ce système. Et les trois niveaux qui sont là sont d'ailleurs visibles à travers le terme même de système scolaire national. Vous voyez, décline les trois niveaux. Et ce sont ces trois niveaux qui se sont mis progressivement en place. Ce qui s'institue d'abord, ce sont des contextes d'action de forme scolaire. Cela commence vers la fin du XVe siècle, au niveau secondaire, ce qu'on appelait à cette époque les collèges, avec notamment les frères de la vie commune,
et puis plus tard les jésuites. Ce sera plus tardif dans les écoles élémentaires, puisqu'il faudra attendre à peu près le milieu du XVIIe siècle pour que s'institue, notamment grâce à Jean-Baptiste de La Salle et les écoles lassalliennes, que s'institue donc au niveau de l'école élémentaire cette forme scolaire. Il faudra attendre davantage pour que s'implantent des systèmes de forme administrée. Ça commence très timidement avec des systèmes très limités, d'ampleur très limitée, étanches les uns aux autres, correspondant notamment aux contours des congrégations, qui ne sont pas nécessairement limitées à un territoire national, mais ne concernent que les collèges et les écoles dépendantes de ces congrégations. Et c'est un processus d'intégration très lent qui s'observe, puisque en 1975 encore, on observe officiellement, en tous les cas, aussi bien en France qu'en Belgique, des systèmes extrêmement différenciés entre le système qui concerne l'école fondamentale et celui qui concerne l'école secondaire. Il faudra donc attendre vraiment 1975 pour que, officiellement, en Belgique, les deux systèmes soient totalement intégrés. Il faudra attendre encore davantage pour que s'institue un programme de forme nationale. Ça commence à la fin du XVIIIe siècle, parce que jusque-là, effectivement, euh, l'école est essentiellement aux mains des églises catholiques et protestantes, avec une intervention minime de l'État, qui ne commencera à prendre l'emprise sur le système scolaire que très progressivement. On l'aura compris, je considère donc que l'institution scolaire est une combinaison de trois formes distinctes. Partons d'abord des contextes d'action. Je vous l'ai dit, les contextes d'action, c'est par exemple un cours d'une discipline donnée, dans un établissement donné, dans une année d'études donnée. Ces contextes d'action sont innombrables, mais ils tendent, à l'intérieur des systèmes scolaires, à partager une forme que l'on peut nommer à la suite de Guy Vincent, une forme scolaire. En quoi consiste cette forme scolaire? Je la résume par quatre traits principaux. Le premier trait, c'est la programmation. Vous le savez, le système scolaire définit un certain nombre d'étapes de manière rigoureuse. Il faut passer par telle année d'études avant d'arriver dans telle autre année d'études. Il faut suivre des programmes, des référentiels où les objectifs sont définis de manière précise et chaque élève, chaque jeune est invité à suivre ce cursus pas à pas. On programme donc de manière rationnelle la progression des apprentissages. Second trait distinctif de la forme scolaire, c'est ce qu'on pourrait nommer l'indifférenciation. On regroupe dans chacune des cellules définies suite à la programmation, on regroupe donc dans chacune de ces cellules des individus qui ne se ressemblent pas tous, mais que l'on traite de manière indifférenciée. Chacun, indépendamment de ses caractéristiques, est soumis au même régime, au même rythme. Il doit suivre le rythme au risque d'être mis en échec et de devoir redoubler ou être réorienté. Troisième caractéristique essentielle de la forme scolaire des contextes d'action, c'est l'aspect de transmission. Il y a une nette distinction entre le maître et l'élève. Le maître sait et le savoir se déverse du maître à l'élève et nettement moins entre élèves. Dernière caractéristique, c'est la clôture. L'école est un espace-temps qui est nettement différencié des autres espaces-temps. C'est un espace-temps pour apprendre, différent des espaces-temps pour agir et vivre. Et on peut même dire aussi que cette clôture caractérise aussi l'intérieur même des écoles, puisque on définit des espaces-temps différenciés selon, par exemple, les disciplines. Voilà donc, de manière très succincte, en quoi consistent les contextes d'action de l'institution scolaire. Mais l'institution scolaire, c'est également un système, et ce système, on peut dire qu'il adopte une forme administrée. Pourquoi? Parce que ces systèmes sont d'abord structurés à partir de règles définies centralement et appliquées uniformément dans l'ensemble du système. Il y a d'ailleurs
des structures hiérarchiques qui sont là pour cadrer l'application de ces règles. Prenons quelques exemples, et notamment l'exemple des règles qui régissent les flux d'élèves. On voit d'abord que ces flux d'élèves sont cadrés par la définition des modules. On a défini des années d'études qui sont des ensembles de contextes d'action. Et puis, entre ces modules, il y a des flux qui supposent donc un ordonnancement des années d'études, régir le déplacement entre ces années d'études, les sacro-saintes évaluations qui permettent de dire si un élève peut ou non passer à la case suivante. Et puis, les flux entrants, c'est essentiellement le signal de l'âge, et les flux sortants, c'est évidemment les certifications. Et tout ça, c'est défini de manière centrale, et c'est pour ça que je dis que l'école, c'est un système administré. Et qui, quelque part, fait une succession continue du verbe écarter. Hein, donc, au départ, l'enfant de la maternelle, on l'écarte de la famille pour le mettre dans l'école, et puis on l'éduque. Écarter pour éduquer, éduquer pour étiqueter, étiqueter pour passer à la case suivante où on reçoit une nouvelle éducation, etc., etc. Troisième niveau, le niveau de l'environnement, la forme nationale des systèmes scolaires. Évidemment, en devenant nationaux, les systèmes scolaires se différencient tout en partageant. Donc, rappelez-vous la tarte. Hein, oui, le système scolaire tunisien, parce qu'il y a des Tunisiens ici, ou enfin ici plutôt en ligne, ou marocain, c'est pas le système scolaire français ou belge, mais il y a quand même des similitudes. Et le fait que ce soit justement des systèmes scolaires nationaux permet la différenciation entre les différents pays. Chaque nation se distingue en effet par son histoire, une culture, une économie différente, une configuration sociale, des organisations éducatives antérieures qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et donc l'État a dû et doit tenir compte des strates déposées dans l'histoire par cette histoire ancienne de la constitution de l'école. Et il doit spécifier en quelque sorte, d'une part, la forme, d'autre part, le système. Donc, c'est-à-dire qu'il doit introduire certaines différences, certaines spécificités. Et puis, il distingue aussi certaines fonctions. On ne pondère pas de la même façon dans les différents pays les fonctions d'intégration, de subjectivation ou de distribution des élèves entre les différents emplois. Voilà. Et donc, voilà donc, de manière très, très rapide, ce qu'est l'institution école, qui a donc, pour moi, pris une place, enfin, pour moi, je pense, pour la majorité des gens, une place hégémonique dans le champ éducatif, qui donc marque son emprise sur le temps de vie des gens, en scolarisant de plus en plus d'individus. Là, on est arrivé pratiquement à saturation, en occupant à peu près 20% du temps de vie éveillé des jeunes entre 0 et 18 ans. Et puis, il y a l'emprise symbolique qui se marque de différentes manières, par d'abord la reconnaissance sociale des titres, par la diffusion de la forme scolaire en dehors de l'école, mais aussi par ce que j'appelle la scolarisation de contextes d'action extrascolaire qui sont mobilisés pour la réussite scolaire, des politiques de l'éducation, des sciences de l'éducation, qui consacrent bien plus que 20% de leur recherche à l'école et qui délaissent les 80 autres pourcents, j'exagère, les 80 autres pourcents d'apprentissage et la scolarisation des mots également. Mais donc, comme Xavier l'a dit, ma thèse, c'est que l'école perd sa centralité. C'est-à-dire que les trois niveaux que j'ai dit tout à l'heure sont mis en question. La forme scolaire est défiée, le programme éducatif national s'essouffle et le système éducatif se désagrège. La forme scolaire est défiée. Je reprends les quatre caractéristiques que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est parce que j'ai vraiment l'impression de gâcher la vue de 40 personnes. Voilà. Quand la forme scolaire est défiée,
la programmation. Donc, j'ai mis pour chacun des principes, si vous voulez, qui sont constitutifs de la forme scolaire. Je vais positionner la forme scolaire, le petit cercle rouge, dans le coin inférieur droit, d'un graphique à 2 axes, qui chaque fois, si vous voulez, montre un éloignement de la forme scolaire. La programmation, c'est quoi? C'est la rationalisation de l'acte éducatif en décomposant les contenus. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit, pour apprendre des mathématiques, on estime qu'il faut d'abord passer par l'étape 1, et puis après l'étape 2, l'étape 3. Il y a un ordre, on rationalise, on décompose, on sait par où il faut passer, on ne veut pas apprendre la division avant d'apprendre l'addition, etc., etc. Et donc, l'autre chose, c'est qu'on peut rationaliser les processus. Ce que l'école classique ne fait guère. Rationaliser les processus, ça veut dire rationaliser la manière dont les élèves apprennent. Quel est le processus d'apprentissage? Et avec le développement des sciences psychologiques et des neurosciences, ces processus font l'objet de plus en plus d'attention. Et on essaye de rationaliser avec des concepts tels que l'estime de soi, etc. Voilà. L'autre, l'indifférenciation. Et donc, on peut se distinguer, on peut s'éloigner en différenciant des méthodes, et on peut se différencier des objectifs. On peut s'éloigner de la transmission en allant davantage vers une co-construction des savoirs, ou bien en allant vers une co-définition des objectifs. Et on peut s'éloigner, si vous voulez, du cloisonnement en décloisonnant les savoirs. C'est par exemple l'interdisciplinarité ou les éducations 1, ou en décloisonnant l'apprendre et l'agir, parce que je vous ai dit tout à l'heure, une des caractéristiques de la forme scolaire, c'est on vous isole de l'activité, on vous isole du monde social, on vous dit apprenez, après vous agirez. Et donc on peut s'éloigner de ça. Et on s'éloigne de plus en plus, effectivement. Ces petits ronds-là, ils sont un peu au hasard. Les ronds bleus, ce sont en fait l'extrascolaire. Parce que l'extrascolaire a beaucoup plus de liberté que l'école pour se différencier, pour différencier sa formule. L'école, pourtant, s'essaye. Dans l'école, il y a des contextes d'action, des classes, des cours, vous en êtes peut-être, qui s'éloignent des principes de la forme scolaire, mais qui s'éloignent souvent de manière relativement limitée, pas trop loin quand même de la base, et surtout le long de l'axe horizontal, qui concerne davantage les méthodes que les objectifs. Hein? Et donc, il y a de la différenciation. Donc ça, c'est pour la forme scolaire. Maintenant, voyons ce qui se passe au niveau du programme éducatif national. Donc, comment on combine les jeux du il, nous, vous, il, etc. Elle, pardon, excusez-moi. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, en dehors de l'école, dans la société, il y a des choses qui bougent. Il y a notamment la subjectivation qui s'impose au nous. La subjectivation s'impose au nous. La subjectivation, c'est quoi? C'est un processus à la fois historique et biographique qui conduit l'individu à se percevoir, mais aussi à se vouloir, à espérer être une entité indivise, alors qu'on sait bien qu'on est multiple, et comme une entité distincte de son environnement, alors qu'on sait bien qu'on est construit socialement. Mais l'individu s'impose, si vous voulez, l'individu s'impose axiologiquement, alors que ontologiquement, il est social. L'autre chose qui découle de la première, quelque part, c'est puisque le jeu veut s'autonomiser, qu'il assume ses responsabilités. Et la responsabilisation s'impose au jeu. Mais elle n'est pas seulement imposée d'extérieur. Oui, bien sûr, à ceux qu'on qualifie d'exclus, de chômeurs, etc., on va mettre des programmes d'activation, etc. Mais la plupart d'entre nous sommes prêts à nous responsabiliser, à nous mobiliser, à nous sentir responsables de nos vies, à vouloir l'être et accélérer notre vie de vie. Et tout ça fait que notre demande d'éducation change. Nous n'avons plus envie d'une éducation où
qui considère que les jeux doivent s'incorporer à un nous, et nous n'avons pas envie que l'éducation consiste à faire intérioriser un nous dans les jeux. Nous avons au contraire envie d'une éducation qui vise la capacitation, qui vise l'accumulation de ressources, que j'appellerai tantôt la puissance. Et ça se voit, si vous voulez, notamment quand on regarde l'équivalent de ce qui existe dans les différents pays avec nos missions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'on trouve, donc j'ai regardé les finalités éducatives d'une quinzaine de pays européens, et quelque part, c'est assez similaire. On voit que les choses convergent. Et ici, je vais évidemment un peu caricaturer, mais donc, ces finalités, l'énonciation de ces finalités, disent c'est quoi le jeu, c'est quoi sa relation au tu, au vous, au nous, au vous, etc. Et c'est quoi les nous. Et que disent-ils ces textes? Bien sûr, un peu différents, mais pas tant que ça. Ils disent que ce qu'il faut faire pour le jeu, c'est qu'il faut les révéler à eux-mêmes. Il faut les épanouir. Il faut développer leur qualité processuelle. C'est-à-dire, il faut faire en sorte qu'ils aient des capacités, des ressources pour être eux-mêmes, pour être jeunes, pour s'autonomiser, pour être des individus. Il faut l'indépendance d'esprit, il faut l'esprit d'entreprendre, il faut la capacité d'adaptation, il faut surtout apprendre tout au long de la vie. Et on renonce en quelque sorte à donner une définition substantielle de l'être humain que l'on souhaite voir. Si ce n'est justement cette personne tout le temps mobilisée, prête à s'adapter, prête à agir, etc. La seule chose qu'on dit peut-être, c'est qu'il faudrait quand même que ces êtres humains aient une ficelle. Alors, que dit-on en relation au tu, au vous, au il, au elle? Mais qu'il faut les respecter. Il faut respecter les autres. Et c'est normal. Si on veut que tout le monde, que tous les jeux s'affirment, s'épanouissent, il faut que chacun respecte l'autre. Il faut oser aussi quand même rencontrer l'autre pour enrichir son propre processus de subjectivation, parce que l'autre peut nous apporter quelque chose. Et avec cet autre, malgré les différences, il faut vivre en paix. Et si possible, dans l'égalité. Mais on reviendra tout à l'heure sur ce concept d'égalité. Ce n'est pas n'importe quelle égalité. On parle beaucoup d'égalité des genres, on parle beaucoup d'égalité des chances, on ne parle pas d'égalité de pouvoir, ce qui pour moi est essentiel. Et puis, le nous. Mais le nous là-dedans, le nous, c'est quoi le nous? C'est quoi? C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles? C'est la Belgique? C'est l'Europe? C'est quoi? Un nous dont chacun doit se sentir responsable. Un responsable, ça c'est le mot qui revient souvent. Et qu'il est appelé à développer. Ah oui, développer, c'est encore un beau mot. Un mot qui cache quand même beaucoup de sous-entendus. Hein, développer. Ah ben, oui, quand même, de manière durable. De manière durable, ça c'est... Tous les systèmes scolaires le disent. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. On ne dit pas grand-chose sur ce nous. Les écologistes ont réussi à mettre à l'agenda le développement durable. Enfin, mais c'est le développement durable. Mais le développement quand même. Et donc, quelque part, l'école est appelée à intérioriser une nouvelle forme d'intégration qui n'aurait plus tant besoin de ce nous de forme nationale, mais qui privilégierait des nous électifs qu'on choisirait et moins stables par définition. Des réseaux, éventuellement des communautés. Les gens se ressemblent. Donc, j'ai montré que les formes se différencient, les formes scolaires se différencient. J'ai montré que le programme éducatif national s'essouffle et maintenant, donc, les systèmes administrés se désagrègent. Qu'est-ce qui se passe? Suite à ce que je viens de dire, il est assez normal de voir que les demandes sont des demandes d'individualisation. On souhaite aussi éducationaliser un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on veut apprendre, mais apprendre efficacement, apprendre vite. Et trouver l'offre de formation qui vraiment va nous permettre d'apprendre ce que nous souhaitons apprendre pour développer notre individualité.
Il y a donc une croissance des demandes d'éducation que j'appelle rationalisée et une diversification des demandes, y compris à l'intérieur de l'école. Et on le voit bien ici en Belgique francophone, mais ailleurs aussi. On le voit bien notamment avec la création de nouvelles écoles dites alternatives qui répondent à une demande. Et On voit donc, aussi également des écoles traditionnelles se transformer pour répondre à cette demande, occuper sur le marché scolaire une place spécifique. Du côté de l'offre, il y a vraiment pluralisation de l'offre, pluralisation des offreurs, à qui on demande une agilité. Il faut qu'ils puissent justement répondre à cette demande, qu'ils puissent s'adapter à cette demande. Et avec ça, il y a une privatisation, certes, pour l'instant rampante au niveau du système scolaire, mais par contre beaucoup plus massive dans l'extrascolaire, avec l'émergence continue de nouveaux acteurs, mais aussi la consolidation de macro-acteurs, et je pense notamment aux acteurs, aux GAFAM qui ont investi, pour certains d'entre eux, massivement le champ de l'éducation avec une puissance de frappe énorme, mais dans d'autres secteurs, l'éducation aux langues étrangères, etc., il y a énormément de macro-acteurs. Et le modèle organisationnel change aussi. Ce n'est plus ces modèles organisationnels administrés. On voit par exemple des franchisés dans le domaine de l'éducation aux langues. Et puis, il faut évidemment que offre et demande matchent, comme on dit. Il faut que ça se passe de manière sécurisée. Il faut que ce soit efficace. Et se développent des mécanismes d'interfaçage pour relier l'offre à la demande. Et donc, du côté de la demande, on va développer des dispositifs de diagnostic, diagnostiquer les acquis d'apprentissage pour les certifier, diagnostiquer les écarts à la norme pour les traiter, diagnostiquer les attentes et les aspirations pour orienter. Et du côté de l'offre, on va étiqueter, classer, labelliser les offres de manière à ce que le demandeur puisse savoir où il met ses œufs. Et on va même, dans un cercle sans fin, on va même labelliser les évaluateurs. Ok, super, merci beaucoup. Et donc, tout ça me fait dire que peu à peu, si vous voulez, émerge un système global marchandisé. Il y a donc fragmentation des systèmes scolaires nationaux. Souvent, ici, en communauté française, on me dit mais non, regardez, l'État a davantage de pouvoir maintenant qu'il y a 30 ans. Les pouvoirs organisateurs, les fédérations de pouvoirs organisateurs sont davantage contraintes maintenant qu'avant. Et regardez aussi, avec les plans de pilotage, etc., combien on demande aux écoles de se différencier aussi. On leur laisse, on leur dit qu'elles doivent être présentes, qu'elles doivent avoir une identité. Et c'est comme ça aussi que ça se diversifie, ça se fragmente. Il y a également pour multiplication et diversification des offres d'éducation extrascolaire, et il y a internationalisation, puisque maintenant, de plus en plus, les demandeurs peuvent trouver des offres éducatives externes à leur pays. Et tout ça fait que les établissements scolaires s'insèrent dans un marché éducatif qui lui-même s'insère dans un système global marchandisé. On pourrait dire beaucoup de choses sur le concept de marchandisation. Moi, je vais simplement ici dire que ça veut dire que l'élève devient peu à peu un usager, l'usager devient peu à peu un client, le service public se privatise peu à peu, jusqu'à peut-être se financiariser. L'établissement devient une entreprise, et pourquoi pas une industrie? On parle d'industrie d'éducation. L'obligation devient la contractualisation, devient la transaction. L'école est-elle donc un vieux meuble hérité? Vous savez, ces vieux meubles hérités qui sont dans une maison, on garde par tradition, par habitude. Bon, de plus en plus, on se dit, bon, ils ne collent plus très bien à notre environnement. Bon, on le peint, on le ponce, on le rabote. Finalement, on va peut-être le mettre au grenier. Ou on va peut-être garder seulement les tiroirs. Et les tiroirs, on va les réagencer avec autre chose. Les tiroirs, ça pourrait être chacune des écoles. Condition qu'on enlève et qu'on met. Voilà. Et donc la question, c'est voulons-nous encore entretenir un système scolaire national ou plonger
dans le système global marchandisé dont j'ai parlé tout à l'heure. Il ne faut pas en rire. Je crois que nous, quelque part, nous pensons que, dans une certaine mesure, cette école que nous qualifions sans arrêt d'inefficace, d'inégalitaire, etc., ben, pourquoi pas la remplacer par des modules de formation que nous pourrions choisir vraiment en fonction du profil de notre enfant, en fonction de ce qu'on désire pour lui, de ce qu'on souhaite faire de lui. L'État pourrait nous attribuer des chèques d'éducation. Ben, ce serait vraiment plus mal, vous pensez? Alors, pourquoi donc ces évolutions-là? Parce que pour moi, il y a un lien avec l'imaginaire. L'imaginaire est pour l'instant en jeu. Il est en train peut-être de se transformer, mais avec une indétermination sur le centre de la transformation. L'imaginaire social, c'est Cornelius Castoriadis, qui m'a beaucoup inspiré. L'imaginaire social, c'est quoi? Ce sont des significations imaginaires sociales. Des significations, c'est-à-dire un sens qui est attribué à une chose, et ce sens, il est un parmi tant d'autres possibles. Imaginaire, pourquoi? Parce que ce sens que l'on donne à la chose, elle n'est ni rationnelle, ni fonctionnelle, ni reflet de la réalité, elle est imaginaire. Elle est imaginaire. Et sociale, pourquoi? Parce que cet imaginaire est partagé par la majorité des membres d'une société donnée. C'est ça l'imaginaire social. Et pour Castoriadis, c'est un infra-pouvoir quasi invisible, mais profondément structurant. Il y a la face instituée de l'imaginaire, il y a la face instituante de l'imaginaire. La face instituée, c'est quoi? C'est que cet imaginaire, une fois qu'il est ancré dans nos esprits, et dans nos esprits à tous, ici, parce que nous partageons un imaginaire commun, il participe, cet imaginaire social, à la reproduction de la société et des êtres sociaux qui la constituent. Et bien sûr, je vous l'ai dit tantôt, c'est l'infra-pouvoir. Au-dessus, il y a les superstructures, on pourrait dire, des écoles, des institutions qui qualifient de seconde, qui sont la justice, l'école, les prisons et tout ce qu'on veut. La phase instituante, c'est de dire que malgré tout, malgré le fait que l'imaginaire, quelque part, cadre nos réflexions, cadre nos idées, cadre nos pensées, il ne peut absolument pas, il est incapable d'empêcher ce que Castoriadis appelle l'imaginaire radical. C'est-à-dire qu'il est toujours possible, même dans les sociétés les plus totalitaires, que les individus pensent autrement, imaginent d'autres choses. L'imaginaire social institué ne peut empêcher donc l'émergence de significations nouvelles, potentiellement instituantes et porteuses de changement. Et cette modification se fait de manière souterraine. Il y a une altération souterraine de l'imaginaire social. C'est un peu similaire à ce qui se passe dans la langue, c'est-à-dire finalement fortement articulé à la langue. J'ai parlé tantôt du sens des mots. Le sens des mots, c'est une composante de l'imaginaire. Et la langue, vous savez bien, elle évolue sans qu'on sache trop comment, par qui, pourquoi. Elle évolue. Et c'est un peu ça, l'évolution de l'imaginaire. Et pourquoi je me suis intéressé à l'imaginaire? Pour différentes raisons. Parce que le concept d'imaginaire social permet de penser la reproduction et le changement, les deux à la fois. C'est ce que Castoriadis appelle le social historique. Puisque, comme je vous l'ai dit, ce qui est institué ne peut éradiquer l'imaginaire radical. L'imaginaire, donc le concept, met aussi le doigt sur des facteurs communs à toutes les catégories de population, puisque Castoriadis affirme que nous, ici, indépendamment de notre position sociale, nous partageons des références communes. Que nous soyons dominants ou dominés, nous partageons une part d'un imaginaire. Et ça veut dire que ça nous responsabilise dans le changement. Le concept d'imaginaire donne aussi du poids aux facteurs culturels par rapport aux facteurs structurels.
Parce que Castoriadis affirme que les structures ne peuvent vivre que si les significations sous-jacentes à ces structures sont investies par les populations. Le concept d'imaginaire a aussi cet avantage de lier étroitement individuel et social, puisque les chaînes cognitives et émotionnelles que nous avons en nous incorporent l'imaginaire social. Et dès lors, l'éducation est un vecteur important de la reproduction ou de la transformation de nos chaînes individuelles et là, peut-être peu à peu, de l'imaginaire que nous partageons. Et enfin, je trouve que le concept d'imaginaire donne du sens à des travaux comme le mien. Ça a le sens pour moi de dévoiler le cœur de l'imaginaire social, donc les significations sociales centrales et ce que j'appellerai tout à l'heure la quête. Et cet imaginaire social, il a évolué au fil de la modernité. Parce que quoi, on vient d'où? On vient de sociétés hétéronomes, de sociétés qui pensaient qu'il fallait toujours reproduire la tradition, ne pas changer, qu'il fallait en quelque sorte respecter aux ordres de divinité, quelles qu'elles soient. Et cet imaginaire hétéronome a longtemps subsisté, jusqu'il n'y a pas tellement longtemps, finalement. Mais il a décru. Il a décru au fil du temps. Il a été peu à peu remplacé par des entrepreneurs de changement d'imaginaire, on va dire quelque chose comme ça, grâce au travail d'entrepreneurs, par deux quêtes. La quête d'autonomie, qui a commencé avec l'émancipation des villes par rapport aux seigneurs, et qui consistait à dire, nous voulons maintenant désormais fixer nos lois, nos propres lois, individuellement et collectivement. L'autre quête, qui appuie cette quête d'autonomie, c'est la quête de compréhension rationnelle du monde. Elle est plus tardive, mais donc il s'agit, donc avec les Lumières notamment, de remettre en question la causalité du divin. Il y avait plein de choses qui étaient attribuées au divin, et que la raison, la science, etc., va commencer à démonter en disant, ben non, il n'y a pas une origine divine, il y a des origines physiques, il y a des lois, il y a des lois sociales, etc. Et donc, peu à peu, cet imaginaire prend la place du précédent, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Pensez aux populations rurales du début du XXe siècle encore, qui étaient encore extrêmement dans l'imaginaire hétéronome. Et donc, autonomie et raison. Et qu'est-ce qui se passe peu à peu? Qu'est-ce qui se passe peu à peu? C'est qu'en fait, la quête d'autonomie se transforme en quête de liberté sans limite. Il s'agit d'assouvir ses désirs, et peu importe qu'ils soient conditionnés ou manipulés. Ce que nous voulons, c'est réaliser nos désirs. Et ne pas nécessairement nous interroger sur leur conditionnement et leur manipulation. Ce qui est quand même, en partie, le projet de l'autonomie, puisque c'est se fixer ses propres lois, donc se fixer ses propres limites. Il est couplé à la quête de mise à disposition du monde. Pour réaliser nos désirs, ce que nous voulons, c'est que le monde soit mis à notre disposition, c'est qu'il soit disponible, qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse aller en Argentine, quand on le veut, qu'on puisse communiquer à distance, comme on le fait aujourd'hui avec ceux qui nous suivent en ligne, qu'on puisse avoir des milliers de livres à choisir, etc., etc. Il faut repousser indéfiniment les limites du champ des possibles et accumuler des ressources individuellement, donc repousser les limites du champ des possibles collectivement, grâce aux techniques, aux sciences notamment, à l'industrie, et accumuler des ressources individuellement parce qu'on sait que l'élargissement de l'éventail des possibles va dépendre de nos ressources, de nos capitaux financiers, cognitifs, diplômes, etc. Et ça, si vous voulez, cette transformation, elle est étroitement associée au développement des technosciences et du capitalisme. Et en quelque sorte, c'est là qui a permis de démocratiser la quête de la modernité, mais de la transformer. De la transformer en un couple qu'on pourrait qualifier de liberté et de puissance.
Donc le couple liberté-puissance remplace le couple autonomie-raison. Et donc, je prétends, si vous voulez, que cette altération de l'imaginaire questionne l'institution école, sa forme scolaire, son système administré, son programme national. La quête de maîtrise, en quelque sorte, c'est une demande de dispositifs d'apprentissage plus efficaces que ceux mis en place par l'école quand le projet qu'on a, c'est d'acquérir de la puissance. Regardez par exemple aux langues étrangères. Les langues étrangères, c'est une puissance. On estime que souvent l'école n'est pas efficace pour et donc il y a un marché de la formation des langues étrangères qui fonctionne extrêmement bien. Et puis on peut développer dans les écoles les classes néerlandophones et anglophones. Les quêtes de liberté individuelle développent la demande de subjectivation et de diversification des finalités, des méthodes éducatives. On veut de la diversité. On veut de la diversité, on veut pouvoir trouver chaussures à notre pied. Et puis l'une ou l'autre quête développe les dispositifs d'interfaçage parce qu'il s'agit de pouvoir, pour le demandeur, comparer, sélectionner, choisir, saisir des opportunités, attarier l'offre et la demande, juste le temps d'un bref échange, accumuler des ressources, construire son chemin personnel et recommencer sans cesse ceci. Nous sommes donc demandeurs, en quelque sorte, pour moi, de la désagrégation d'un système scolaire. Mais l'imaginaire dominant que j'ai caractérisé très rapidement tout à l'heure reçoit le feu de quatre critiques. Quatre critiques: critique écologique, critique humaniste, critique démocratique et critique politique. En fait, ces critiques, potentiellement, elles peuvent remettre en question l'imaginaire dominant. Mais en même temps, elles ont des faiblesses. Et elles peuvent être éventuellement réappropriées, réincorporées dans l'imaginaire dominant. La critique écologique, évidemment, vous la connaissez, c'est la crise écologique. Pourquoi donc cette critique écologique remettait en question l'imaginaire dominant? C'est parce qu'elle rend manifeste la pseudo-rationalité du projet de maîtrise qu'on nous a toujours présenté comme un projet de maîtrise rationnel. Il n'est pas si rationnel que ça quand on y pense. Mais en même temps, nous sommes si profondément attachés à la liberté individuelle et nous la percevons tellement comme indispensable, inséparable plutôt, de la mise à disposition du monde. Nous pensons tellement que pour que nous soyons libres d'assumer nos désirs, nous avons besoin. Regardons ce que nous faisons avec les réseaux sociaux. Nous les critiquons, nous les utilisons. Quelque part, ce n'est pas sûr que la critique écologique soit capable de remettre en cause l'imaginaire dominant. Et puis, il y a la foi par les technosciences qui vont évidemment trouver des solutions. La crise humaniste, elle se reflète notamment dans les crises existentielles que beaucoup d'entre nous connaissent à un moment donné de leur vie et qui touchent notamment les dominants, ceux qui vivent à 120 à l'heure. Il y a aussi, derrière cette crise humaniste, le risque d'aliénation et de déshumanisation du fait des nouvelles technologies. On a l'impression de devenir des instruments manipulés. Mais on peut nous rassurer à travers des réponses marchandes, illusoires, mais suffisamment convaincantes pour calmer notre souffrance, nous divertir, détourner l'attention. Pas sûr donc que la critique humaniste soit suffisamment forte pour ébranler l'imaginaire dominant. La critique démocratique. Derrière démocratique, je mets les inégalités. On sait quand même que les inégalités croissent et on peut établir un lien entre la croissance des inégalités et l'imaginaire dominant. Mais en même temps, quand on parle d'inégalité, quand on parle de politique d'égalité, que parle-t-on? On parle surtout de politique d'égalisation des puissances, pas des pouvoirs, des puissances, donc de l'accumulation des ressources qu'on veut
à travers l'égalité des chances, c'est faire en sorte que tout le monde soit puissant. Ben, puissant pourquoi? Ben, pour être compétitif. Oui. Et donc la notion de puissance reste vue comme une solution. Et donc, ça confirme l'imaginaire dominant. Et enfin, la critique politique, c'est quoi? C'est constater combien nos entités politiques sont maintenant en incapacité de déterminer leur finalité. La politique devient gestion, le citoyen la boule. La critique politique est là. Évidemment, à l'inversant de réponses noires, les versions des promesses souverainistes excluantes, illibérales, sans garantie que l'État ne soit plus l'instrument de logique hétéronome. On voit donc qu'il y a des ferments, si vous voulez, de changement d'imaginaire, mais que chacune de ces critiques, à la fois ne peut suffire, parfois se contredisent entre elles, et en tous les cas peuvent être potentiellement récupérées par l'imaginaire dominant. Et donc il est temps que nous demandions ce que nous voulons. Que voulons-nous collectivement? Et cette question, elle est extrêmement compliquée. Le nous. Mais le nous, c'est quoi? C'est quoi? La Fédération Wallonie-Bruxelles? La Belgique? L'Europe? C'est quoi? Ou alors, on doit plutôt prendre des nous électifs? Nous, les catholiques? Nous, les musulmans? Nous, les féministes? Nous? Que voulons-nous? Est-ce que nous sommes capables encore d'imaginer un vouloir commun à un nous hétérogène? Le vouloir, c'est extrêmement compliqué. Vouloir, est-ce que vraiment, quand on regarde la critique politique, il dit que le politique est impuissant, est-ce que vraiment nous avons l'impression qu'en voulant, nous allons vraiment réaliser ce que nous voulons? Et le que, qu'est-ce qu'on met derrière le que? Nous voulons quoi? Est-ce que nous sommes capables de déterminer un quoi qui soit autre chose que simplement du processus? Si nous ne faisons pas ça, si nous ne répondons pas à cette question-là, nous continuerons à être comme ceci, devant des que veux-je, sans nous rendre compte qu'en fait, le que veux-je a besoin du que voulons-nous. Et je prétends qu'il y a moyen de dire de donner une réponse à que voulons-nous qui ne détruise pas la possibilité pour chacun d'entre nous de dire ce qu'il veut spécifiquement. Et donc, ça me mène vers une toute autre quête. Une toute autre quête plutôt qu'un récit. On ne va pas faire de récit. Souvent, on dit on a besoin d'un nouveau récit. On a besoin d'un nouveau récit. Mais non, un récit, c'est plus pour le passé. Si on prétend un récit pour l'avenir, c'est que quelque part, on connaît déjà le chemin. Non. On ne le connaît pas. Par contre, on peut essayer d'esquisser une quête. Je pense qu'après, l'homme de la Mancha fait un impossible rêve, une impossible quête. Et c'est vers ça que je vous embarque. Une quête qui romperait radicalement. Radicalement, il faut pouvoir aussi quand même remettre ce mot dans sa conception positive. Hein. Le radicalisme a fait du mal au terme radical. Radical, ça veut dire aller à la racine. Aller à la racine des choses. Aller à l'essentiel. Changer l'essentiel. Donc, une quête qui rompt radicalement avec l'imaginaire dominant, qui articule les quatre critiques que j'ai dit tout à l'heure de manière cohérente et qui n'en prend pas seulement une des deux, une des quatre, qui respecte l'autonomie des individus, qui déborde des frontières sectorielles. On ne va pas uniquement penser notre quête à l'échelle de l'école, il faut la penser à l'échelle de la société, et qui est exprimée avec concision, parce que les longs textes ne convainquent pas. Et donc, mon hypothèse, si vous voulez, c'est qu'une cité, le cité, c'est un terme générique pour dire une nation, l'Union européenne, quelque chose de plus petit. Une cité délaissera la quête à laquelle elle se soumet quand les citoyens partageront une quête qui les enthousiasmera davantage que celle à laquelle ils consacrent aujourd'hui leur vie. Ça va possible dans les temps, parfait. Et donc,
j'ai la prétention, dans ce qui suit, de vous proposer une quête qui vous enthousiasmera davantage que celle à laquelle nous consacrons nos vies. Bon, vous jugerez surprise. Alors d'abord, revenir à l'autonomie. Je vous ai dit tout à l'heure que l'autonomie, quelque part, la quête d'autonomie, c'était transformée en quête de liberté. Et liberté au sens appauvri du terme. La liberté de choix, peu importe que ces choix soient conditionnés, manipulés, etc. C'est une autonomie au rabais. Donc le sens original du terme d'autonomie, c'est fixer ses propres lois de manière libre. Et donc cette propre loi veut dire aussi des limites, contraintes. Et là aussi, nous devons lutter contre l'appauvrissement du mot autonomie qui a été généré par l'imaginaire dominant. Parce que quand vous dites maintenant, quand vous pouvez discuter maintenant qu'un élève est autonome, est-ce parce que vous reconnaissez qu'il s'est fixé lui-même ses objectifs, ou bien parce que, franchement, vous pensez qu'il fait ce que vous voulez qu'il fasse, sans que vous ayez besoin de lui dire? Ça, c'est la signification appauvrie du terme autonomie. Et c'est celle qu'impose l'imaginaire dominant. Nous devons revenir à une conception beaucoup plus exigeante de l'autonomie. Mais qu'est-ce qu'être autonome alors qu'on est agi? On est continuellement agi, on est continuellement contraint, on est continuellement conditionné. Est-ce qu'il n'est pas possible d'être complètement autonome? Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres biologiques et physiques. Et ça, c'est la première contrainte. Et c'est la contrainte contre laquelle les sciences et les techniques ont lutté depuis des décennies pour nous émanciper des contraintes biologiques, pour nous émanciper des contraintes physiques. Il y a aussi des contraintes, des facteurs donc, qui nous conditionnent et qui sont liés au fonctionnement de notre psyché. Et qui nous conditionnent tous, que nous soyons chinois, belges, africains, nous sommes agis du fait du fonctionnement spécifique de notre psyché humaine. Nous sommes aussi conditionnés par notre position dans l'espace social. Et si on reprend ici une figuration simpliste de dominant et de dominé, évidemment, nous n'allons pas être agis de la même façon selon que nous sommes dominants ou dominés. Mais nous sommes agis, y compris si nous sommes dominants. Parce que, de plus que parce que nous voulons agir de manière à garder notre position dominante. De plus que ça. Et puis, il y a des facteurs qui sont liés à ce que j'ai appelé l'imaginaire social, qui, eux, comme je vous l'ai dit, sont communs à tout le monde, tous les membres d'une société, notamment aux dominants et aux dominés. Et tout ça se traduit par une combinaison donc, de facteurs qui se construisent au fil de la biographie des individus. Et nous savons tous combien nous avons été forgés, façonnés par tous les contextes d'action dans lesquels nous sommes passés et dans lesquels, finalement, nous avons été agis par notre position, par l'imaginaire, etc. Et par la psyché qui nous a permis de digérer en quelque sorte l'action que le social faisait sur nous. Si nous voulons donc être autonomes, si nous voulons être davantage autonomes que nous ne le sommes, nous devons agir sur ces différents facteurs et surtout sur les trois du centre. Nous devons à la fois agir à l'échelle individuelle pour comprendre notre psyché et ne pas en être le jouet. Nous devons agir éventuellement sur des facteurs qui nous conditionnent différemment selon la position que nous occupons, le rôle que nous jouons dans la société. Mais nous devons aussi, et c'est ça en partie le message principal, nous devons aussi agir sur l'imaginaire qui nous est commun, quelle que soit la position que nous occupons. Et je reprends ici une phrase de Paulo Freire, qui dit que la grande tâche humaniste et historique des opprimés
c'est se libérer soi-même, bien sûr, mais c'est aussi libérer les oppresseurs. Mon analyse étant la suivante, c'est que dans l'opprimé, il y a l'oppresseur. L'oppresseur est parvenu, si vous voulez, à introjecter dans l'individu opprimé, dominé, une partie de ses valeurs et quelque part, spontanément, ce que l'opprimé va vouloir faire quand il va commencer à lutter, quand il va devenir conscient, il n'est pas logique, il est moins de capitaux, qu'il ait moins de droits, moins de liberté que le dominant. Ce qu'il va vouloir faire, a priori, c'est d'occuper la place du dominant, c'est de changer sa position dans le jeu sans changer le jeu. Et tout l'enjeu de la pédagogie des opprimés qu'on met en place pour le faire, c'est de faire en sorte qu'à partir de là, il y ait moyen, en quelque sorte, de faire en sorte que l'opprimé ne soit pas seulement, ne se donne pas seulement comme enjeu d'occuper la place de l'oppresseur, mais de changer l'imaginaire, de changer non pas sa position dans le jeu, mais les règles du jeu, et d'ainsi conduire l'oppresseur à se libérer, lui aussi, des conditionnements liés à sa position sociale et de l'imaginaire social dans lesquels il baigne tout autant que l'opprimé. Donc, il faut redonner de la place à la quête d'autonomie, une quête d'autonomie exigeante. Pour moi, revient à dire, à exiger l'égal pouvoir sur soi et sur lui. L'égal pouvoir sur soi et sur lui. C'est ça pour moi. Donc, si on veut l'autonomie, on doit la vouloir pour tous. Et vouloir l'autonomie pour tous, c'est vouloir que chacun ait le plus possible pouvoir sur lui-même et que tous les collectifs aient le plus possible pouvoir sur eux-mêmes. Et puis la puissance qui est vraiment le pôle dominant de notre imaginaire actuel, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas la vaquer, on ne peut pas l'envoyer. L'idée, c'est de la mettre au service de l'autonomie pour tous. Donc, égal pouvoir plutôt qu'égale puissance. Mettons au rencard, je suis volontairement provocateur, mettons au rencard l'égalité des chances, l'égalité des acquis. Mettons ça au rencard, ce qui compte vraiment, c'est l'égalité de pouvoir. Égal pouvoir plutôt qu'égale puissance. Il faut donc découpler la puissance du pouvoir, donc faire en sorte que on ne peut pas accepter, si vous voulez, que l'autonomie soit moindre pour les individus qui ont moins de puissance. C'est inacceptable. Éthiquement, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'il faut découpler la puissance du pouvoir. Nous ne pouvons pas accepter que la puissance soit mise au service du pouvoir sur autrui. Et nous n'avons pas envie de passer notre vie à être en quête de puissance au risque de perdre l'idée que nous pouvons la mettre au service d'un pouvoir sur nous. L'autonomie, la puissance doit donc être soumise à l'autonomie. Mais la quête d'autonomie elle-même, pour moi, doit être soumise à une autre quête, la quête d'humanité. Il faut donner, si vous voulez, à la quête d'autonomie une quête supérieure. Ça peut paraître paradoxal, parce que quelque part, l'autonomie, c'est dire je suis libre quand même de décider de mes fins, de mes finalités. Je ne suis pas autonome. Mais rappelons-nous qu'être autonome, c'est se mettre des limites, c'est se mettre des lois. Et la loi que je propose, c'est la loi d'humanité. Il faut mettre la quête d'autonomie au service de la quête d'humanité. Pensez au moment où vous vous sentez pleinement humain. Se sentir pleinement humain, c'est quoi? C'est d'abord un rapport spécifique à soi. Un rapport spécifique à soi,
On se sent profondément humain, on se sent pleinement humain quand on se sent unifié, quand on se sent doté d'une puissance d'agir. C'est aussi un rapport aux autres spécifique. C'est se sentir relié aux autres, sentir qu'on peut être compris d'eux, qu'on peut les comprendre profondément. C'est comme à ce moment-là qu'on se sent humain. Et c'est un rapport spécifique au monde quand on vibre à l'unisson des autres ou quand on se sent partie d'un tout qui nous dépasse. Mais être humain, on le sait, ce n'est pas uniquement être pleinement humain, c'est même trop peu souvent être pleinement humain. C'est aussi être pitoyablement humain. Et malgré tout, être compris, pouvoir être compris, pouvoir être soutenu dans toutes ces erreurs, ces chutes, ces difficultés. Parce que quelque part, on sait que l'humanité, c'est ça aussi. Et donc on oscille, si vous voulez, toujours entre la pleine humanité et la piteuse humanité. Et se donner comme objectif de pleine humanité, c'est vouloir d'abord se reconnaître comme humain, avec toutes ses limites. Donc, se reconnaître comme humain, vouloir se reconnaître comme humain et pas comme machine. Donc, ça veut dire refuser d'être instrumentalisé. Or, nous le sommes de plus en plus. Nous le sommes de plus en plus. Et être humain plutôt qu'animal, parce que ce qui distingue l'animal fondamentalement de l'humain, c'est la capacité de dialogue, c'est la capacité, si vous voulez, de développer un dialogue contradictoire sur des choses qu'on a en commun. Se reconnaître humain, se vouloir pleinement humain. Et je reprends ici une phrase de Cyril Collard. Je suis vivant. Le monde n'est pas seulement une chose posée là, extérieure à moi-même. J'y participe. Et ce n'est plus ma vie. Je suis dans la vie. La quête d'humanité. Si on se dit que c'est ça, pas mal, non? Il faut donc énoncer une toute autre quête. Et je l'énonce de la manière suivante. Puisque je dis humanité, je dis éprouver dans la durée la joie d'être humain. Puisque je dis que l'autonomie doit être supplantée, plutôt que la puissance doit être mise au service de l'autonomie, je dis mettre la puissance au service du pouvoir sur soi et du pouvoir sur nous. Et complémentairement, je dis comprendre et faire place à la vie des vivants que nous affectons, et ne pas que la paix qu'on fondrait à l'intérieur d'un nous circonscrit se fasse sur le dos d'autres, d'autrui externes dont on ne respecterait pas la vie. Et respecter la vie, c'est exigeant. C'est respecter la vie, c'est pour les humains, c'est d'autres humains qui sont liés à nous par des liens d'interdépendance et qui ne font pas partie de la cité. C'est vouloir que ceux-là aussi éprouvent dans la durée de la joie d'être humain et que ceux-là aussi mettent la puissance au service du pouvoir sur eux et du pouvoir sur eux. Voilà. Et quatrièmement, enraciner cette quête dans la cité et au-delà, pour ne pas être, si vous voulez, sous le pouvoir d'individus et de cités qui ne partageraient pas notre quête, mais là aussi, chrétien, si vous voulez, on ne peut pas vouloir enraciner cette quête sans respecter dans le processus d'enracinement ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire sans comprendre et faire place à la vie de ces vivants que l'on veut convaincre, sans utiliser la puissance pour les convaincre, en respectant leur pouvoir sur eux, leur pouvoir. Voilà donc la quête que je vous propose. Et à partir de laquelle, tout à l'heure, je vais essayer de dériver des institutions. Et cette quête, je prétends qu'elle est cohérente. Elle fait, mon tout début, elle fait de lointainement écho à la devise française liberté, égalité, fraternité. Mais vous avez vu, je n'ai pas voulu reprendre ces mots. Voilà, je n'ai pas voulu reprendre ces mots. Parce que vous avez vu que ces mots, en partie, égalité, liberté, je dis tout à l'heure, que la manière dont on les déclinait actuellement n'était pas, pour moi, ce qu'il fallait faire
et qu'en reprenant simplement ces mots, en quelque sorte, on confirme la manière dont l'imaginaire dominant actuel les a traduits, retraduits, dans des termes qui, pour moi, sont problématiques. Et donc, c'est aussi une quête qui parle du rapport à soi, du rapport aux autres, du rapport au monde. Et c'est une quête dont les 4 termes font pour moi écho aux 4 critiques. La première à la critique humaniste, la deuxième à la critique démocrate, la troisième à la critique idéologique, et la 4e à la critique politique. Alors, il me reste peu de temps. Non, mais donc, j'avais pour 2 diables, oui, je suis presque arrivé à temps. Bon, je vais quand même vous dire ceci. Éprouver dans la durée la bonne étude. Donc, je suis parti d'où, en fait? Je suis parti des vœux que l'on fait à la nouvelle année. On est toujours bien embêté parfois de donner des vœux spécifiques. Bienvenue à Paris, bonne année, bonne santé, mais bon, on essaie de trouver quelque chose de spécial. Mais si on veut maintenant adresser des vœux de bonne année à tout le monde, indifféremment, qu'est-ce qu'on dirait? Et moi, je prétends que ce qu'on dirait, c'est je vous souhaite de la joie. De la joie plutôt que du bonheur, notamment. De la joie parce que la joie, elle est active. Le bonheur, c'est un peu plan-plan. On y est pour toujours. On a abouti. La joie, c'est quelque chose qui fait avancer, qui continue à faire avancer, qui questionne. La joie dans la durée et la joie d'être humain, malgré toutes les vicissitudes du fait d'être humain. Et le guide, un des guides, parce qu'il y en a d'autres, parce qu'en quelque sorte, chaque société a cherché des manières d'éprouver dans la durée la joie d'être humain, des spiritualités, des philosophies. Moi, j'ai choisi un peu Spinoza, et je vais vous dire de manière un peu iconoclaste, vous résumez la pensée de Spinoza en 2 minutes, bon, il ne faut pas exagérer, mais je vais quand même essayer de vous dire l'essentiel. Pour Spinoza, il y a des affects. Les affects, ce sont, en quelque sorte, c'est le fonctionnement de notre psyché, c'est ce qui nous affecte. Hein, et pour lui, il y a 2 affects principaux. L'affect de joie, l'affect de tristesse. L'affect de joie, on le ressent quand on sent qu'augmente notre puissance d'agir et de penser. Quand ça augmente, quand on sent que ça augmente, on a de la joie. On a de la tristesse quand on sent diminuer cette puissance d'agir et de penser. Et puis, il y a un 3e affect qui est le propre de l'être humain, qui est le désir. C'est-à-dire la détermination à accomplir une action quand on éprouve un affect de joie ou un affect de tristesse. Le désir, c'est aussi bien le désir impulsif pour Spinoza que le désir réfléchi, si vous voulez. Et donc, c'est vraiment notre impulsion qui nous met en marche, si vous voulez, une fois, en réponse, en quelque sorte, à l'affect de joie ou à l'affect de tristesse. Le problème, dit Spinoza, c'est que nous attribuons souvent notre joie et notre tristesse à des causes qui ne sont pas les vraies causes. L'amour, pour lui, c'est la joie accompagnée de l'amour, de l'idée d'une cause extérieure. Donc, je vais éprouver de la joie en écoutant une musique particulière, et j'attribue à cette musique particulière le fait qu'elle m'a procuré de la joie. Et qu'est-ce que je fais alors? Je veux retrouver cette joie en recherchant la source de cette joie. La haine, c'est la tristesse accompagnée d'une idée d'une cause extérieure, et donc je vais commencer à haïr quelqu'un ou quelque chose qui, selon moi, a été la cause de ma tristesse. Évidemment, la joie est quelque part un bon indicateur. C'est un bon indicateur. Ça signifie quelque chose. Quelque part, il faut creuser. Mais il faut creuser pour Spinoza. Il faut creuser à l'aide de la raison. Parce que, si vous voulez, des objets
que nous avons rencontrés, ou les personnes que nous avons rencontrées qui nous ont procuré de la joie, ils ne sont pas réglés sur notre utilité. Ils ne sont pas là pour nous donner de la joie. Et en nous focalisant sur eux, d'une part, nous développons une joie unidimensionnelle. C'est par exemple, ça peut se transformer en addiction. Et c'est aussi, nous privilégions le court terme sur le long terme. La joie stable, c'est de ne plus subir ces affects, c'est agir sur eux. Mais dit Spinoza, nous ne pouvons pas échapper aux affects. Nous ne pouvons pas, par la seule raison, si vous voulez, nous détacher d'un affect qui nous rend triste ou qui nous pousse à l'addiction. Je termine. Voilà. Spinoza dit, un affect ne peut être contré que par un affect plus puissant. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'espère que la quête que je vous ai expliquée tout à l'heure va être un affect plus puissant que l'affect qui nous détermine actuellement. Voilà. J'avais aussi ceci, mais voilà. Je peux terminer là-dessus. Et nous irons tantôt, alors, on va voir comment, éventuellement, il est possible de traduire cette quête en institution, en pratique éducative. Je vous remercie.